débat d'orientation budgétaire. Donc je pense qu'on va faire des projections pour éviter de tout lire. Voilà. Donc d'une manière générale, les efforts d'économie demandés par l'État via la baisse de la DGF vont lourdement pénaliser les collectivités. La ville de Fuveau ne sera pas épargnée, et j'insiste bien, c'est pour ça qu'elle a décidé de présenter un budget prudent. La chute inédite, donc peut-être, puisque vous en parliez, faudra-t-il faire des réajustements. Voilà. La chute inédite de cette importante dotation de l'État dans le budget communal contraint la commune à revoir son modèle économique en repensant ses dépenses, notamment en matière de personnel, et à optimiser ses ressources. Pour autant, l'équipe municipale a fait le choix de s'engager sur une stabilité des taux d'imposition communaux. Par ailleurs, et à l'heure où les entreprises ressentent difficilement le manque d'activité, la commune a manifesté sa volonté de rester un investisseur majeur et par là même un acteur de la vie locale, sans dégrader les services rendus à la population, même si ceux-ci doivent être optimisés par souci d'adéquation. Mais pour investir, la commune doit continuer à préserver son niveau d'épargne brute à un niveau suffisant. Les ressources étant à ce titre doublement contraintes, la préservation de l'équilibre budgétaire passe nécessairement par la contraction des dépenses communales. La mutualisation, nous en avons parlé, est un des outils à développer comme l'amélioration de la performance des services. Par ailleurs, après déjà plusieurs années de maîtrise de nos dépenses de gestion courante, il convient maintenant de s'attacher à redéfinir le périmètre et le niveau de service public rendu. Donc à l'heure où nos ressources sont fortement contraintes, il convient de questionner l'activité de la collectivité en profondeur afin de la conformer aux moyens à sa disposition et de continuer à diminuer concrètement les dépenses de fonctionnement. Donc nous allons voir dans une première partie les orientations relatives à la section de fonctionnement, puis un peu plus tard, nous nous intéresserons à l'investissement et enfin à la dette. Vous voyez apparaître les recettes fiscales, donc je ne dis pas, vous avez d'abord vous avez le papier et alors le produit fiscal représente près de 44% des recettes de fonctionnement de la ville. Voilà. 56,5% sont issus de la taxe foncière sur le bâti et 42,5% sur la taxe d'habitation. Donc, l'évolution ne peut être constituée que par le coefficient de majoration fixé chaque année par la loi des finances ou par la variation physique des bases. Voilà. Alors, nous retiendrons dans cette prospective, mais ce n'est qu'une hypothèse, une hypothèse d'évolution formulée dans le plan local de finances 2016 et l'évolution mécanique de nos bases, ce qui nous permet d'espérer une recette supplémentaire, d'après nous, d'environ 81 498 €. Le produit des contributions directes pour 2016 est donc évalué à 4 460 000 €. Voilà, la question de l'opportunité de la stabilité fiscale est posée, mais pour la période passée, force est de constater que les niveaux déjà élevés du foncier bâti et de la taxe d'habitation et la crise économique très lourde que nous traversons, qui pénalise le pouvoir d'achat des ménages, constitue à eux seuls une justification particulièrement étayée de cette volonté municipale de stabilité depuis 1997. Donc vous avez une comparaison, là voilà, avec les taux moyens, voilà, sur la taxe d'habitation, sur la taxe foncière sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties. Ensuite, voilà, vous avez les comptes administratifs des communes. Ça, c'est un document qui est officiel. Et vous avez la comparaison sur l'exercice 2014. Voilà. Il est difficile de comprendre pourquoi Venelle a 603 € alors que nous, on a fait 464 €.
réponse, nous sommes, nous, à peu près dans la moyenne. Oui, oui, ce sont des bases qui sont différentes. Donc, pour l'avenir, une réflexion doit être conduite avec une hausse raisonnée des taux d'imposition communaux qui ne viendrait pas trop alourdir une pression fiscale déjà importante. Voilà. Vous avez vu que donc, l'indicateur d'évaluation de la pression fiscale exercé sur les contribuables de la commune de Fuvaux est de 1,243, alors qu'il n'est que de 1,159 pour la moyenne de la strate. Cela est dû à des votes de taxes qui n'ont pas changé depuis longtemps, mais qui avaient été votés il y a de nombreuses années. Alors, nous avons donc choisi de ne pas aggraver le poids de la fiscalité qui pèse déjà lourd sur les Fuvelais, d'autant plus que les conséquences pour les contribuables de l'entrée en métropole, ce ne sera pas au 1er janvier 2016 puisqu'elle a été repoussée, ne sont pas encore connues. Alors, la ligne suivante, ensuite, vous avez dotation et concours de l'État. Alors, donc, la participation des collectivités à l'effort du redressement des finances publiques passera donc par une nouvelle réduction de la dotation globale de fonctionnement. Et vous avez le montant des DGF qui ont été versés à Fuvaux de 2011 à 2016. Voilà. Alors en 2016, c'est une prospective parce que nous n'avons pas encore reçu le montant global, mais quand on lit la loi de finances, on peut penser que ce sera de cet ordre-là. Voilà. Donc, alors, vous avez la fiscalité reversée par l'agglomération à la suite. Donc, l'attribution de compensation qui est prévue s'élèvera donc à 1 461 689 € en 2016. Elle devrait être confirmée par le Conseil de métropole, mais nous ne le savons pas. Voilà. En fait, c'est la dotation que nous avions auparavant, augmentée des 17 790 € dont nous avons déjà parlé. Ensuite, vous avez les autres produits, les produits des services, des domaines et des ventes diverses. Donc, lorsque, effectivement, on a une augmentation du nombre d'enfants scolarisés, de 9,28%, ce qui est quand même important, et donc une augmentation aussi de la fréquentation de nos services publics, cantines scolaires, etc. Garderie, centre aéré, école de musique, tous les services. Alors ensuite, les charges de fonctionnement de la ville de Fuvaux en 2016. Donc là aussi, nous essayons de faire des économies. Alors seuls les services, comme le service enfance, qui a une augmentation notable de sa fréquentation, ont vu leurs dépenses augmenter. Donc nous avons aussi pensé, et on en parle, disons, quasiment à chaque conseil, notre moyen à développer est la mutualisation et le partenariat engagé avec des communes voisines, voire avec des services de la communauté, ce que nous faisons régulièrement, et nous allons encore, par exemple, lors de l'élaboration du plan dont on vient de parler, avec les automates d'appel, voilà. Le plan communal de sauvegarde, nous allons effectivement nous faire aider de la communauté du Pays-Gex, qui nous évite d'avoir des fonctionnaires fuselins qui travaillent là-dessus, puisque la communauté nous offre ce service. Ensuite, on mutualise avec d'autres communes, Dréas, on le voit souvent, du recueil, etc. Voilà.
Alors, vous avez les comparaisons avec les autres communes, c'est pour les charges à caractère général. Vous avez déjà Alors, on est aux dépenses effectivement de personnel. La masse salariale constitue le premier poste budgétaire de dépenses. Voilà. Donc, nous en avons déjà vu. Et je pense que nous en avons parlé, reclassement des agents de catégorie C, et ça me paraît tout à fait normal, augmentation des cotisations patronales à la CNRACL, et augmentation du VT, donc du versement de transport, et puis ce dont nous avons parlé, évolution mécanique des carrières, parce qu'en général, les fonctionnaires, souvent, ils rentrent à la mairie de Fuveau à 25 ans, ils y restent jusqu'à la retraite. Et donc, il y a une évolution mécanique, ce qui est normal, avec les avancements d'échelons et de grades. Le montant total des dépenses de personnel s'élèvera donc à 5 610 431 €. Vous avez la comparaison avec d'autres communes. Voilà. Ensuite, vous avez les charges à caractère général. Bon, les charges à caractère général, elles augmentent avec les hausses mécaniques des fluides, eau, gaz, électricité, les contrats de maintenance, les assurances, etc. etc. Donc, les voilà affichés. Là, nous sommes au-dessous de la moyenne nationale. Donc nous poursuivons les renégociations. Madame Bagous et Madame Vigmassol s'y attardent pour renégocier les contrats de prestation, les groupements d'achat avec les autres collectivités. Nous venons d'en parler lors de ce conseil et d'autres. Ensuite, nous avons des charges que j'appellerais de gestion courante qui sont obligatoires et qui reviennent chaque année. La participation, la cotisation au SDIS, donc c'est pour les pompiers. La participation, qui est un forfait par élève habitant Fuveau à Logec Sainte-Marie, la participation au CIVOM du Haut-de-l'Arc, la participation au CIV du RAM, l'enveloppe des subventions aux associations fuvelaines, la participation au syndicat qui gère le gymnase Fond-du-Remy, le CCAS, l'indemnité des élus. Globalement, ce poste devrait représenter 921 878 €, soit 9% des dépenses du budget de fonctionnement. Vous avez aussi les comparaisons avec d'autres communes. Donc vous avez l'évolution du résultat comptable en fonctionnement, recettes et dépenses. Il conviendra, je dirais comme dans chaque ménage, d'être particulièrement vigilant sur l'effet de ciseaux qu'entraîne mécaniquement un rythme de croissance des dépenses supérieur aux recettes. Voilà. Jusqu'à présent, une des forces de la gestion de la commune a été de dégager une capacité d'autofinancement importante. Celle de Fuveau est de 279 € par habitant, qui représente évidemment ce qui reste à la commune lorsqu'elle a payé toutes ses dépenses incompressibles. En un mot, ce qui lui reste pour investir. Donc nous passons maintenant aux recettes et dépenses d'investissement. Alors si on veut investir effectivement comme chaque année, on a un recours à l'endettement qui conduit à la progression de l'encours de la dette de la ville. Toutefois, l'encours de cette dette reste largement inférieur à la moyenne nationale des communes de même strate. Là. Ça, c'était en 2014.
aux orientations 2016 en matière de politique publique. Alors je vais tout vous lire et puis on posera une question après. D'ailleurs, peut-être ça apparaît. Vous avez donc en matière de politique sportive, le SISTISTA, la requalification de la partie ancienne de la loi sport et la réflexion sur la valorisation des espaces fonciers autour du stade Paul Prieur avec l'étude de faisabilité d'une piste d'athlétisme, nous avons d'ailleurs déjà parlé. Vous avez la politique culturelle, aménagement et mise aux normes de la maison dite Seki, près du pont du Chouan de Moisan pour y accueillir des associations culturelles, la requalification de la salle de la galerie, la création de loges, etc., les sanitaires, la réfection des peintures de la bibliothèque. Pour la sécurité, nous avons extension et mise en conformité du parc de caméras de vidéoprotection et la poursuite du programme de sécurisation de la voirie, qui est une politique récurrente que nous faisons chaque année, les casse-vitesses, les radars pédagogiques, etc. En matière de politique enfance-jeunesse, nous avons des poursuites des travaux d'entretien normaux et réguliers dans les établissements scolaires pour renouveler le matériel de certaines classes, et puis des travaux d'accessibilité qui sont obligatoires pour les personnes à mobilité réduite. Nous avons essayé de rendre accessible une école, une crèche, enfin un établissement pour chaque âge d'enfant. Ensuite, toujours lié à l'aménagement des bâtiments communaux, mais toujours au service enfance-jeunesse, le déménagement de ce service dans des locaux plus spacieux, au-dessus de l'école du 14 juillet. Et donc là, il va y avoir effectivement des travaux indispensables pour refaire la toiture, les peintures, avec le regroupement de l'espace jeunesse. Et puis, comme je vous en parlais, puisque c'est obligatoire, nous avons un programme qui est lissé sur plusieurs années, de mise aux normes pour les personnes à mobilité réduite. Cette année, nous pensons nous occuper de la poste, de l'office du tourisme et de l'hôtel de ville, sans parler des écoles, des crèches, etc. Ensuite, les aménagements urbains, opération de l'entrée de ville côté Belcoden, requalification des boulevards Célestin-Barthélemy et Émile Loblet, études sur le parking du jeu de boules et démarrage des travaux par la démolition du bar du course, poursuite de l'opération des rues du sud du village qui est commencée et qui sera terminée en APCP. Les programmes de réfection des chemins communaux, c'est exactement la même chose. Chaque année, nous en mettons quelques-uns au budget. Et ensuite, démarrage de l'opération en maîtrise d'ouvrage déléguée de la CPA, de l'entrée de ville côté cimetière. Nous en avons parlé au dernier conseil municipal. Ensuite, des études liées aux équipements publics à réaliser suite au projet de foyer logement à l'école de Louvière. Ensuite, vous avez le budget annexe de l'eau potable, parce que chaque fois que nous ouvrons des rues, nous changeons, quand nous en trouvons, les branchements en plomb, parce que c'est aussi la loi, et il y en a chaque fois que nous ouvrons les rues, pour les réseaux d'eau potable. Et ensuite, l'extension du réseau vers la RD 47A pour une opération de logements sociaux. Sur le budget de l'assainissement, vous avez le réseau des eaux usées dans les projets de voirie communale aussi. La deuxième phase de la suppression du collecteur d'eau usée dans le Grand Valat et l'étude des travaux de renvoi des effluents de la steppe de la Barque vers celle de Rive-Haute et le lancement du marché de travaux. Je viens de résumer. Voilà. Y a-t-il des questions? Chaque adjoint en charge pourra vous répondre. Je vous propose de démarrer par quelques remarques, questions concernant la session de fonctionnement, avant d'aborder effectivement l'investissement sur lequel effectivement nous avons des questions d'actualité que nous souhaitons aborder ce soir. Alors effectivement, ce débat d'orientation budgétaire qui précède le vote du budget doit nous permettre de fixer un certain nombre d'orientations, donc on a un certain nombre de points de questionnement. Le premier concerne la fiscalité. Donc, oui, vous l'avez souligné à juste titre, la pression fiscale à FUVO reste soutenue, même si les taux n'ont pas évolué depuis un certain temps, mais les taux moyens, notamment sur la taxe d'habitation qui pèse sur les ménages locataires de leur logement, restent élevés. Donc, je renouvelle la proposition que j'avais faite l'an dernier, de réajuster les taux entre les différentes taxes afin de les rendre plus juste, enfin, en tous les cas, d'avoir quelque chose de
le plus équitable entre les différents acteurs de la fiscalité locale. Donc avec une petite simulation que j'avais faite à partir des taux et des bases, à savoir la proposition c'est de baisser d'1 point le taux de la taxe d'habitation et d'augmenter de 1,4 point le taux du foncier bâti, de 4 points le foncier non bâti. L'objectif et la conséquence, c'est d'avoir une taxe d'habitation qui diminue pour les ménages qui sont locataires de leur logement. C'est d'avoir une situation de stabilité pour les propriétaires occupants de leur logement et d'avoir une légère augmentation pour les propriétaires qui louent leurs biens. Sachant que nous avons des loyers relativement élevés dans la région, en comparaison à d'autres régions. Donc cet ajustement nous permettrait de nous rapprocher et de tendre vers les moyennes départementales, nationales et régionales en ce qui concerne les taux de ces 3 taxes et d'avoir une fiscalité plus juste et plus équitable entre les différentes catégories de ménages. Donc c'était le premier point sur la fiscalité. Bon, si vous voulez, on répond de suite par point, sinon ça peut devenir très fouillis. Bah, si vous voulez. Sur ce premier point, vous n'êtes pas censé savoir que nous passons en métropole incessamment sous peu, et donc c'est la métropole qui va gérer ce problème. C'est pas la métropole qui va fixer les taux d'imposition pour les communes. Non, il faut pas. Excusez-moi, mais il faut dire la réalité. La métropole va fixer, parce qu'au-delà des taux qui sont votés par la commune sur les taxes, sur ces 3 taxes, on a aussi des taux communautaires. Donc la métropole va mettre en place ses propres taux communautaires en remplacement des taux et des impôts versés à la CPA. Mais la métropole ne fixera pas les taux d'imposition des communes. Donc, là aussi, on est en plein fantasme, je crois. Si c'est votre choix, c'est votre choix. Notre choix ne s'est pas porté là-dessus. Voilà. J'ai bien entendu, mais en tous les cas, c'est une proposition que l'on vous fait à des fins de plus grande justice. C'est votre droit, mais merci. Notre choix ne s'est pas porté là-dessus. Merci. Alors, je vais poursuivre si vous voulez bien, parce qu'on vous a laissé poursuivre. L'objectif du débat d'orientation, c'est effectivement de pouvoir émettre des avis. Donc, cette proposition, je l'ai émise, vous en avez pris note. Maintenant, nous voterons ces taux et nous voterons le budget lors du prochain conseil municipal. Et effectivement, on verra à ce moment-là. Le deuxième point concerne les dotations et concours de l'État. Donc effectivement, vous l'avez souligné, une baisse, même si on ne connaît pas encore exactement son ampleur et son impact sur le budget de la commune. L'objectif de la loi de finances 2016, je pense que c'est quand même utile de le rappeler, c'est 16 milliards d'euros d'économies au niveau national, dont 3,5 sur les budgets des collectivités locales. Donc ça se traduira effectivement par une baisse de la dotation de la DGF versée aux communes. Alors, comme vous, je regrette cette baisse des dotations de l'État. Je la regrette, mais sans doute pas pour les mêmes raisons que vous. Moi, je la regrette parce que, effectivement, cette question des 3% de déficit public à ne pas dépasser quand on est en année avec une croissance qui ne dépasse à peine les 1%, je pense que c'est difficilement tenable. Et que le déficit public, lorsqu'il est raisonnable et raisonné, est peut-être un moteur pour relancer l'économie. Donc, effectivement, ce n'est pas le choix aujourd'hui. Donc, comme vous, je regrette, à titre personnel, cette baisse des dotations et on verra comment est-ce qu'on peut la gérer effectivement dans le cadre du budget local. En tous les cas, c'est une donnée et c'est une contrainte forte qui nous oblige à être raisonnable en matière de dépenses. Et donc c'est le troisième point que je souhaiterais aborder maintenant, en ce qui concerne les charges à caractère général. Donc on a évoqué tout à l'heure les charges de personnel. Donc le montant, la ligne rémunération que vous nous avez indiqué, Madame le maire, tout à l'heure, elle est inférieure à le budget qui a été voté tout à l'heure en DM3. Ça veut dire que les charges de personnel, on prévoit une diminution sensible des charges de personnel dès 2016. Bon, j'espère que vous avez intégré un prévisionnel d'heures supplémentaires et un prévisionnel d'absence dans cette charge, parce que si effectivement en 2016 nous avons 13% d'augmentation comme c'était le cas, c'est-à-dire 13% de différence entre le budget primitif et la DM3, ça risque d'être compliqué en fin d'année. En ce qui concerne les autres postes, les autres dépenses, j'ai du mal à voir dans votre présentation et dans vos propos sur quoi on va faire des économies. Alors ce qui manque peut-être ici, vous l'avez juste évoqué
en évoquant le service enfance, en disant que c'était le service qui avait un budget important, etc. Et c'est très bien parce que ça me paraît essentiel que de consacrer suffisamment de moyens à l'enfance et à la petite enfance. Ce qui serait peut-être utile dans le cadre de ces débats d'orientation budgétaire, c'est d'avoir une dépense par service et de savoir quelle est la part du budget de fonctionnement consacré à chaque service pour que l'on puisse ensuite imaginer ensemble et travailler ensemble sur quelles sont nos priorités, sur quel service est-ce que l'on souhaite maintenir le niveau de dépense, sur quel service est-ce qu'éventuellement on souhaite le diminuer et sur quel service on souhaite augmenter. Voilà, c'est ce que l'on essaie de faire en général dans les entreprises. Nous l'avons fait, on va vous le montrer. Alors, vous l'avez fait, mais effectivement, vous ne l'avez pas présenté. Alors, on va vous le présenter, mais on est en débat d'orientation. C'est un débat, c'est général. On n'a pas rentré dans le détail du budget, on n'est pas en vote de budget. On va vous présenter quand même un travail qui a été fait par le service. Oui, mais le débat a pour objectif, effectivement, de préparer le vote du budget. Ces discussions, c'est maintenant qu'il faut les avoir, c'est pas au moment du vote du budget. J'attends. Oui. J'attends. Moi j'avais pendant ce temps-là. Par exemple, par rapport à ce que vous disiez, il est possible que certaines personnes prenant la retraite ne soient pas remplacées. Et ça va nous faire effectivement des baisses pour les fonctionnaires. Et on n'aura pas la remise à niveau qu'il y a eu en 2015 par rapport aux catégories C. Là, par exemple, vous parlez de la dotation de solidarité en disant on ne sait pas trop comment ça marche avec la métropole, donc on ne la considère pas en 2016. On la considère égale. Égal. De solidarité, non, vous dites que vous ne l'aviez pas, Non. vous n'aviez pas intégré. Ah oui, c'est consolidé. Oui. Donc les deux sont consolidés? Oui. La dotation de solidarité n'est pas prévue au budget 2016. Donc c'était bien un montant d'autour de 150 000 euros que vous ne prévoyez pas en 2016 et qui, parce que vous ne savez pas s'il sera maintenu dans le cadre de la métropole, c'est ça? Antoine, vous voulez pas? Une remarque sur les propos de M. Lévy. J'étais heureux que nous partagions aussi la baisse des dotations de l'État. J'aurais juste aimé savoir si un membre de la liste de Montfuveau avait signé la pétition nationale qui était passée, qui était présentée en mairie pour se manifester contre cette baisse. Je n'ai pas signé parce que je ne partage pas les... Je regrette cette baisse de la dotation sur la commune de Fuveau sur la commune, mais sans doute pas pour les mêmes raisons que vous. Et donc je n'ai pas souhaité effectivement signer cette pétition parce que je ne partage pas les argumentaires qui sont liés à cette pétition. Ça reste quand même de l'argent. Proposition de pétition Voilà. à votre niveau. Montrer votre mécontentement. On a d'autres pétitions sous le coude dont on parlera tout à l'heure sur la section investissement. C'est pas l'objet du débat d'orientation. D'accord. Alors, Donc, bon, voilà. donc on peut revenir au débat d'orientation si vous souhaitez. Voilà. Donc, ce que vous vouliez, c'est savoir comment se découper le budget par rapport aux différents services. Voilà, vous avez... je vous le laisse lire, hein. On voit pas. Merci. En fait, oui, je vois effectivement service enfance jeunesse 39%. Merci. J'écoute en même temps. Non, c'est trop. Alors on voit pas tout, hein, il faudrait encore un petit peu. Juste monter encore un peu. C'était bien tout à l'heure. Bon, on voit effectivement. Enfance jeunesse 39%, enfin je ne vais pas tout lire. Bon, ces éléments sont importants. Ce qui est important aussi derrière ça, c'est se dire l'année prochaine, qu'est-ce que l'on fait? Est-ce qu'il y a des postes que l'on souhaite réduire, compte tenu de la baisse des dotations, etc. Est-ce qu'il y a des postes que l'on souhaite augmenter, compte tenu des projets et de la politique que l'on souhaite défendre localement? Et je pense que si... Nous y réfléchissons. Nous sommes en train effectivement d'y penser. Et nous avions même anticipé. Oui. Alors si c'est fait, on peut en parler. Non, c'est pas fait. On a encore des possibilités. Pour cette année, c'est fait, puisqu'on va voter le budget. Mais après, il faudra progressivement, puisque là, on a quand même mis des chiffres dans le budget. Donc pour cette année, on y a pensé. Mais après, il faudra y penser. Mais c'est quoi les choix? Je ne comprends pas, c'est fait. Je peux bien, mais quel choix vous avez fait de réduction pour l'année à venir? Parce qu'on va voter la prochaine fois. Alors, on avait baissé tous les services de 3%, non? C'était, voilà,
tous les services, sauf le service enfance, c'est pour ça qu'on vous a parlé, ont baissé, et le social, le service enfance et le social, sauf le service enfance et le social, ont baissé leur budget de 3%. Nous travaillons aussi sur un style de groupement de commandes, groupement d'achat, de façon à ce qu'on puisse acheter à coût moindre certaines prestations et certains matériaux. Moi, j'ai une autre question, c'est... Ben, il y a des décisions comme ça de la fonction publique, on ne remplace pas un départ à retraite sur 2, sur 3. On va savoir qu'est-ce qui va être possible tout en tenant compte de la charge de travail. J'ai l'impression qu'elle est quand même importante et élevée. Comment vont se faire ce type de sacrifice et combien? Est-ce que, voilà, et combien de départs en retraite prévus l'année prochaine, dans quel service, et comment on va faire, vu la charge de travail, pour que les économies portent là-dessus, qui est effectivement une économie substantielle. Mais je ne sais pas, par exemple, entre un agent de sécurité ou un agent dont l'administration a besoin pour que les services soient rendus, enfin, le choix se fait vraiment, quoi. Puisque j'ai vu qu'on avait embauché un agent de sécurité en plus, comment on fait par rapport au personnel qui va avoir des tonnes de travail en plus si on ne remplace pas les départs en retraite. Voilà. C'est une vraie question, c'est un vrai problème, et là les choix sont difficiles. Il y a un redéploiement en fait de certains services et des compétences de chacun. Et justement, on est censé créer un service ressources et finances qui n'existait pas. Donc il y a un travail qui est fait sur les compétences de chacun, comment on peut les modifier, pas les modifier parce que les compétences elles sont acquises, mais comment on peut gérer, enfin, utiliser les compétences de chacun, parce qu'il y en a qui ont plus de compétences en informatique, d'autres un peu moins, et c'est justement ce travail qui est fait en fonction du personnel qui est en place et que nous avons décidé de promouvoir, puisque c'est aussi une manière de promouvoir le personnel. Et ça fait combien de départs en retraite l'année prochaine qui ne seront pas remplacés? Pas remplacés. Alors, pour le moment, il y a 2 départs en retraite. Les élus ne se sont pas encore positionnés pour savoir s'ils seront remplacés ou pas. Enfin, sur un, il est pratiquement certain qu'il sera remplacé, puisque c'est une dame qui est ATSEM dans les écoles, et que les élus se sont positionnés dans les classes maternelles pour qu'il y ait une ATSEM en classe, donc elle sera très certainement remplacée. Par contre, comme c'est vrai que les postes en fin de carrière coûtent entre guillemets plus cher qu'un débutant, on va gagner au niveau de la masse salariale quand même, mais peu. Voilà. Après, il y a un agent au service technique qui part en retraite. Bon, là c'est un questionnement, mais c'est vrai que les élus estiment qu'il y en a bien besoin aussi, quoi. Voilà. C'est un peu là notre difficulté aujourd'hui, c'est-à-dire que effectivement au niveau des services, on a des services, on va dire, opérationnels, par exemple dans les crèches, les ATSEM, etc., les dames qui travaillent dans les écoles où on est tenu de respecter des quotas d'adultes par rapport aux enfants présents et nous les respectons, et donc là on ne peut pas jouer là-dessus, entre guillemets. Pour le moment, on a essayé de faire des économies sur les postes, on va dire, effectivement en finance, en ressources humaines, en état civil, en urbanisme, la partie administrative. Mais là, on atteint quand même, on va dire, des limites. Voilà. C'est un peu là notre difficulté. C'est pas là-dessus qu'on fera des économies, quoi. C'est normal d'ailleurs. Hein. Non, mais c'est pour ça que je pense que dans le débat d'orientation budgétaire était mise l'idée de repenser les services publics à FUVO. Hein. Parce que c'est clair que pour l'avenir, ça passera par une réflexion de qu'est-ce qui est encore pertinent, est-ce que toutes les actions que vous conduisez, on va dire, en tant qu'élu, est-ce qu'elles sont efficaces, est-ce qu'elles rendent des services à la population, est-ce qu'il n'y en a pas certaines dont on pourrait revoir le périmètre ou les modalités pour les repenser, quoi, voilà, en y affectant des moyens différents de ceux d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça passe par une remise à plat complète un petit peu des services que vous offrez à la population. Pour conclure sur cette section de fonctionnement, pardon, et effectivement lié à ce que vous dites, moi, ce qui me manque quand même dans ce document, alors effectivement, les documents budgétaires, la comparaison des ratios financiers, etc., c'est très intéressant, je vous en remercie. L'objectif du document, c'est effectivement de dresser des perspectives sur un, voire plusieurs exercices, et votre document ne nous apporte pas d'informations sur un certain nombre de points, je vais en citer quelques-uns. Le soutien qui sera apporté aux associations. On sait qu'à FUVO, la part du budget consacré au soutien des associations est beaucoup plus faible que sur la moyenne des communes de même strate. Donc qu'est-ce que l'on fera pour
continuer à développer des projets dans les associations ou faire en sorte que celles-ci puissent continuer à exister tout simplement. Sur le concours versé au CCAS pour mettre en place une politique sociale adaptée, on a eu l'occasion d'évoquer au cours de précédents conseils les difficultés, l'augmentation du nombre de bénéficiaires de RSA, les difficultés en termes de logement. Donc il y a aussi à FUVO des personnes en grande difficulté et en grande précarité. Et qu'est-ce que l'on fait pour les aider à travers le CCAS? Le diagnostic social que nous attendons nous apportera peut-être un éclairage, mais dans tous les cas, le budget, a priori, on n'attend pas grand-chose en termes d'évolution budgétaire sur ce plan-là, malheureusement. Le soutien au développement économique, au commerce, à l'artisanat, au service, à l'emploi. Qu'est-ce que l'on va faire et quelle part de notre budget on va consacrer pour développer ces activités-là, pour mettre en place une véritable politique de développement sur notre ville. Le soutien à la jeunesse, les ados notamment, les ados, les jeunes actifs. Et puis alors un projet qui était, me semble-t-il, structurant pour l'avenir de notre ville, l'Agenda 21, il n'est pas cité dans le document. Alors moi je pense que là-dessus, je vous réponds immédiatement, c'est transversal l'Agenda 21. En fait, il y a un peu d'Agenda 21 dans toutes les politiques de la commune. C'est-à-dire à l'Agenda 21, vous en avez avec l'urbanisme, vous en avez avec le social, vous en avez avec le sport, puisqu'on a déjà créé des espaces intergénérationnels, etc. Donc c'est un élément transversal. Et l'Agenda 21, en fait, son budget, il est à travers toutes les politiques de la commune. Alors il est transversal, mais pour autant il ne faudrait pas oublier de le citer. Je pense que c'est important de le citer, de le rappeler et de préciser qu'effectivement chaque projet doit répondre à un objectif de l'Agenda 21 et ça me semble être important. Voilà, j'en ai terminé moi, sur mes remarques concernant la section de fonctionnement. Effectivement, il y a un niveau d'autofinancement qui est tout à fait satisfaisant, hein, mais qui s'explique en partie par un moindre niveau de participation sur tous les points que je viens de citer. Donc voilà, je le regrette. Je dis seulement que si effectivement on peut augmenter le fonctionnement autant que l'on veut, mais après il ne faut pas en venir à ce qui est arrivé à la commune de FUVO où il ne restait plus rien pour investir, on dépensait tout en fonctionnement, ou quasiment tout. Donc je crois qu'il faut trouver un juste équilibre là-dessus. Et nous avons aussi dans notre débat d'orientation budgétaire précisé qu'il était important à ce moment-là que nous participions aussi au fait que les entreprises étaient aussi parfois en difficulté et que peut-être investir, c'est aussi les aider quelque part. Et c'est une bonne chose pour l'emploi. J'ai deux dernières remarques avant de basculer sur l'investissement. On n'évoque pas le nombre d'habitants. Il y a des ratios, il y a des chiffres qui sont ramenés à un nombre d'habitants, mais on n'évoque pas le nombre d'habitants qui est pris. C'est quand même intéressant quand on évoque des chiffres de les ramener à une base. 9 000, c'est combien? 1535. D'accord. C'est moi qui ne l'ai pas vu. Est-ce qu'on a le fait de basculer à 10 000 habitants, est-ce que vous avez des éléments sur le recensement? Et est-ce que ça aura un impact sur les dotations? Je ne pense pas. Pour l'instant, on n'a aucun éclairage dessus. Vous aviez dit que le recensement il devait être soldé en fin d'année. On est le 21 décembre, donc ça ne devrait pas tarder. Janvier, décembre. Par contre, je voudrais répondre par rapport au soutien aux assos. Je pense que ce n'est pas raisonnable de votre part de dire qu'on est plus faible que la moyenne, puisque vous ne comparez pas ce qui est comparable, vous ne regardez pas tout ce qui est donné aux assos à côté du côté financier. Donc toutes les aides que l'on apporte aux associations, hormis le financier, vous ne le comptez pas. Donc je pense qu'il faudrait faire un tout. Parce que si vous prenez des villes comme la ville d'Aix, les assos ont beaucoup, peut-être un peu plus financièrement, et encore qu'elles ont été bien réduites, et par contre au niveau aide technique, elles n'ont rien. C'est pour ça qu'à plusieurs reprises, on avait expliqué qu'il nous semblait juste de valoriser, c'est-à-dire d'être capable de mesurer ces soutiens apportés par ailleurs, notamment lorsqu'il s'agira de définir des critères de subvention aux associations, de tout poser sur la table. Dans tous les cas, en aide directe, si on regarde
la ligne subvention aux associations, effectivement, on est de mémoire aux alentours de 7%, et c'est inférieur à ce que l'on peut retrouver sur des communes de même strate. Il faut comparer ce qui est comparable. C'est pour ça qu'on ne peut pas vous laisser dire qu'on est plus faible qu'ailleurs. Il faut comparer ce qui est comparable. Tant Enfin, qu'on moi, n'a pas je- les chiffres pour comparer, effectivement, on ne peut pas comparer. Donc le jour où on aura toutes les valorisations, ceux qui ont des locaux, ceux qui n'en ont pas, etc., on pourra discuter. Et le jour sera clairement transparent sur la table. Ce sera pris en compte dans le travail sur les critères. Je voulais juste apporter une précision technique. Quand Madame Balbous dit qu'il est difficile de comparer, c'est parce que vous avez des communes aujourd'hui, par exemple, qui ont des crèches municipales. Je prends cet exemple-là tout simple. Une crèche municipale, quand vous la une crèche associative, pardon, une crèche associative, quand vous la financez, c'est une subvention à une association. Donc l'argent mis sur ce poste-là va apparaître dans le compte dépenses aux associations. Alors que par exemple à Fuveau, nos 2 crèches municipales, elles sont payées directement sur les comptes de la commune et en aucun cas n'apparaissent sur cette même ligne-là. Vous avez par exemple à Trette, ils ont une école de musique municipale, une école de musique associative, excusez-moi, décidément. Elle va donc apparaître sur le compte sub aux assos, la dépense qui est faite pour cette compétence-là. Alors, c'est vrai que d'une commune à une autre, si on veut véritablement se comparer, il faudrait savoir quels sont les services gérés comme à Fuveau en régie directe, école de musique, centre aéré, crèche, etc. Et ceux qui sont confiés à des associations et qui à ce moment-là apparaissent certes dans les comptes, mais à des lignes différentes et donc sur la ligne de subvention aux associations. Je pense que c'était plutôt ça que voulait dire Oui, tout à fait. Oui. On peut passer. Christophe, concernant le CCAS, tout à l'heure tu disais qu'on donnait donc des subventions, donc la commune verse une subvention de 20 000 € au CCAS. Je tiens à préciser qu'en termes d'aide donc pour les secours, on répond à toutes les aides qui sont demandées au FUVELA. Le problème, c'est que des gens demandent des aides. On ne sait pas sur FUVO, puisqu'on n'a jamais fait l'enquête des besoins sociaux, qui a besoin d'aide, hormis ceux qu'on connaît par contact, et que dans la mesure où la formation n'est pas suffisante pour ouvrir l'accès aux droits et aux aides sur l'ensemble de la population, on ne saura jamais si on a suffisamment. Alors, l'enquête de besoins sociaux n'a pas été faite. On va voir sur la précarité énergétique, on va voir si l'enquête va jusqu'au bout et savoir quels sont les ménages de précarité énergétique, si on lance réellement cette enquête dont on a parlé la dernière fois. Mais pour pouvoir dire que ce qu'on donne suffit, il faut d'abord connaître les besoins. Or, les besoins, on ne les connaît pas sur FUVO parce qu'il n'y a jamais eu d'enquête de besoins sociaux. Voilà. Moi, je voulais intervenir sur le fonctionnement. Vous n'avez pas d'autres questions? Je voulais intervenir sur les investissements. Je ne suis pas du tout d'accord, mais alors pas du tout d'accord, mais ça ne vous étonnera pas, sur la façon dont les investissements sont proposés en 2016. Mais avant de parler de 2016, je voulais juste dire quelque chose. Ça fait plusieurs conseils municipaux où on dit nous sommes dans l'obligation en tant que conseil municipal de prévoir un plan quinquennal sur la durée du mandat des différents investissements. Il y a eu des promesses de campagne. Je donne un seul exemple, l'école de la Barque est prioritaire, ou le pôle culturel, ou enfin plusieurs équipements. On se doit donc, quand on revient dans une municipalité, de dire qu'est-ce que par rapport aux promesses nous sommes en état de réaliser, et sur combien d'années. Qu'est-ce que nous ferons la première année, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. Ce plan quinquennal, nous n'arrivons pas à l'avoir parce que je pense que vous n'êtes même pas vous en mesure de le dire aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez faire, sauf qu'on a appris par hasard la dernière fois que par exemple l'école de la Barque était prioritaire, elle est reportée maintenant en 2019. Ça c'est un point général sur lequel on a un gros désaccord, c'est qu'on ne peut pas travailler comme ça au jour le jour, à l'année, sans savoir exactement quelles sont les priorités, d'autant plus qu'on n'a pas de visibilité effectivement sur les subventions qui nous seront accordées, mais on avait quand même ces prévisions chiffrées de ce que pourrait donner la CPA, et donc il me semble qu'on pourrait au moins décider ensemble quelles sont les priorités sur les 5 années à venir et qu'est-ce qu'on va faire année après année. Bref, ça on n'a jamais pu avoir, et je pense qu'on n'a pas cette fois-ci non plus. Par contre, sur ce qui est décidé comme investissement, j'aurai quelques petites questions après, mais ce n'est pas le plus important, ce qui est décidé comme investissement. Je pense qu'il y a quand même sur la commune de Fuveau, quelque chose qui est prévalent par rapport aux besoins de la population, pour que la population puisse vivre correctement dans cette commune, qu'elle ait une vie
une convivialité, un commerce actif, des associations qui ont des lieux pour travailler et fonctionner. On a quand même un besoin humain au niveau de la population et donc des investissements qui touchent à ce besoin humain en équipement. Pour le culturel, on ne peut pas le faire. Le point jeune, on le recase ailleurs parce qu'on a des difficultés de trouver, de construire des locaux, donc on n'a pas pensé à investissements locaux, etc., etc. Mais par contre, on ne pense pas à ça, mais on pense beaucoup aux voiries, aux chemins et aux ronds-points. Et là, je dis, je ne suis pas d'accord sur les priorités qui sont faites dans le budget 2016, sur les budgets qui sont donnés, et par exemple sur la constitution du rond-point au cimetière. Pourquoi ? Parce que c'est un rond-point, d'abord parce que la concertation n'a pas eu lieu, on n'a pas discuté avec la population, on n'a même pas discuté avec les élus de l'opposition, mais ça c'est pas grave, en général, vous en souhaitez bien discuter avec les élus de l'opposition, mais surtout au moins avec la population, le CQ concerné, je vois que dès 2016, vous allez faire ce rond-point qui vaut 1 million, je crois, d'euros. Voilà. Ce rond-point, c'est un investissement. Bon. Et le gros projet, c'est un projet qui ne soulève pas l'enthousiasme de la population, qui est ce projet de requalification des vieux quartiers et du centre-ville. Ce projet de requalification du centre-ville, c'est en gros de créer en centre-ville, dans un secteur qui compte déjà plus de 37% du parc de stationnement de la commune, un parking à 2 étages, la destruction du bar du Cours, qui est une propriété de la mairie, non pas pour la remplacer par un autre équipement qui est indispensable aujourd'hui, que ce soit une maison des associations, un bar, des commerces, le café associatif, qui vous réclame depuis longtemps quelque chose pour faire un projet que vous trouvez soi-disant très beau mais qui ne trouve pas de locaux, des associations qui s'en vont hors de FUVO comme le Fab Lab parce qu'ils n'ont pas trouvé de locaux non plus, et aujourd'hui c'est Gréasque qui profite de cette association avec tout ce qu'elle construit autour du Fab Lab et qui a été fait. Et on nous propose, en termes de requalification urbaine, non pas une requalification du bien vivre ensemble, mais un parking en centre-ville et une réflexion de voirie, auquel nous étions déjà opposés quand on nous l'a présenté, mais plus on y a réfléchi, plus on a rencontré les gens, plus on ne sait pas les seuls aujourd'hui, mon FUVO, à être absolument pas contents du tout, du projet tel qu'il est, mais de la façon dont il a été lancé. Vous parlez de démocratie participative, moi je considère que vous mettez tout le monde, la population et les élus d'opposition devant le fait accompli. On vous a posé la question, est-ce qu'une étude a été faite, je me rappelle, c'est moi qui l'ai posée à la première réunion quand vous avez présenté le projet, est-ce qu'une étude a été faite, j'ai demandé aux architectes et j'ai demandé à vous, élus, sur les besoins de stationnement de la ville. Vous avez répondu, oh ben non, ça ne se fait pas, on ne sait pas, on sait qu'il en manque, mais on ne sait pas, ce genre d'étude n'existe pas. Or, on a beaucoup travaillé depuis, et il se trouve qu'effectivement, de nombreuses communes, c'est la première étude qui est faite et qui est donnée à des bureaux d'études pour des prix dérisoires, c'est de savoir quels sont les besoins de stationnement pour une commune, où, à quels horaires, quelles tranches horaires, à quels endroits, et comment répartir ces besoins. Or, vous proposez à l'ensemble de la population un budget qui est pratiquement un projet qui est pratiquement bouclé, qui va se mettre en route, alors qu'aucune étude n'a été faite. Alors, peut-être, vous allez dire, on fait des économies, mais entre des économies et sacrifier l'avenir de FUVO, des constructions qui vont y être faites, absolument l'avenir de FUVO, oui, de la figure qu'a le centre-ville, de la figure qu'a ce village, et le choix de ce parking de 2 étages et de la destruction du bar du Cours non remplacé, c'est pour nous une orientation qui met le tout voiture au pied des commerces, alors que c'est sûrement pas ça qui est intéressant, et sans concertation. Donc, à ce propos, ce qu'on demande simplement, il y a une pétition qui a circulé, plusieurs personnes ont fait circuler des pétitions différentes et tout le monde se rejoint aujourd'hui pour présenter une seule pétition à la mairie, où on a déjà aujourd'hui 500 signatures, on n'arrêtera pas là. Il est temps d'arrêter de faire un moratoire sur ce projet de parking en centre-ville qui suscite énormément de contestations. 500 signatures en 10 jours, c'est pas rien, pour enfin lancer sur les investissements des priorités. Et les priorités, il y en a 2. C'est un centre-ville qui n'est pas défiguré. C'est chercher à faire une étude pour savoir combien de places de parking nous avons besoin. Laisser tranquilles les riverains, laisser tranquilles les écoles et les crèches dans un îlot aussi petit que d'aller y balancer un flux de voitures pour au total un nombre de places gagnées qui n'est pas si important que ça. Pourquoi ne pas réfléchir avec un bureau d'études à d'autres implantations de parking ailleurs? Plusieurs ont proposé la gare routière, etc., etc. Aujourd'hui, au lieu de concertation et au lieu de démocratie participative, vous faites comme d'habitude de la voirie, un rond-point dont personne n'a parlé et il vient gréver un autre budget qui aurait pu être mis à des parkings et à la construction du bar du Cours pour en faire un établissement public dont la commune a besoin. Voilà, c'est autant de questions que la population se pose. Une pétition vous a été remise pour demander un moratoire
sur ce projet de parking et de lancer cette étude qui ne vaut que même pas 1%, en gros en coût du budget global qui va y être mis. Donc on aimerait avoir quelques éclaircissements sur cette question et votre position par rapport à la pétition de la population. Alors, avant que Daniel ne vous réponde, oui, voilà. Nous avons au moins autant de personnes que vous qui nous disent qu'ils ont besoin de parking. Donc ça, c'est encore autre chose. Oui, donc je crois que quand on parle de démocratie participative, c'est monter une partie de la population contre l'autre. Et ça me paraît grave, surtout dans les jours que nous vivons. Ça, c'est un point de vue extrêmement personnel. Ensuite, par rapport à ce... Nous avons fait 2 réunions, nous avons fait des comptes rendus de réunions, et après ces comptes rendus, nous recontinuons à travailler, il n'y a rien de figé, comme vous venez de le dire. Nous continuons à travailler avec ce qui a été dit lors des réunions, en tenant compte de ce qui nous a été dit. Nous avons ouvert un cahier, nous n'avons pas encore dépouillé, puisque c'était jusqu'à vendredi soir, et personne n'a dit que le projet était complètement figé. C'est absolument faux. D'abord, je vous avais écrit d'ailleurs pour vous dire que suite aux remarques que nous avions faites, nous reportions si vous voulez, la finalité entière de ce projet pour pouvoir écouter tout le monde. Vous avez quand même remarqué, nous n'allons pas mettre au budget le parking, hein. Nous allons mettre les études préliminaires et la démolition du bar du cours, ce qui me paraît indispensable, ça va être au budget. Et après, nous nous poserons à ce moment-là pour réfléchir ensemble à ce que nous pouvons faire. Mais avec, évidemment, des orientations, parce que vous avez, vous, un point de vue que je peux entendre, mais dans la population, on n'entend pas toujours le même. Et ce sont tous les gens qui sont contre le parking autour de l'école, qui en même temps nous font une pétition parce qu'ils veulent le parking autour de Louvière. Parfois, il faut être cohérent. Ce sont les mêmes qui signent les 2 pétitions. Donc, il faut quand même que tout le monde soit cohérent. Et ce sont les mêmes aussi qui signent une pétition, ces gens qui signent une pétition, qui ont fait un parking sous l'école, une école maternelle. Alors, parfois, il faut que chacun ait une certaine cohérence. Voilà. Donc, il faut que... Voilà. Hein. Et... C'est pas clair, madame. Précisez, je ne comprends pas. C'est pas clair ce que vous dites. Non, c'est pas clair. Comprenne qui pourra. Non, je ne rien comprendre. Donc il y a quand même un parking sous l'école maternelle du 14 juillet. Voilà. Donc à ce moment-là, c'était très bien. À ce moment-là, on ne parlait pas de... Il n'y avait pas de pollution, c'était parfait. C'était parfait. Voilà. Et là, maintenant, tout à coup, alors que le parking, il est un peu loin quand même de l'école Rainbow, on nous parle de la pollution qui va arriver à l'école. Parfois, il faut avoir un peu de cohérence. Et en même temps, je pense que nous avons, nous aussi, une pétition pour construire un autre parking à côté de l'école de Louvière, qui, je veux bien l'entendre, était encombré. Mais je ne comprends pas pourquoi les mêmes signent pour avoir un parking à côté de Louvière et contre un parking à côté de Rainbow, avec des arguments un peu... Alors, vous allez me dire, c'est différent, etc. Mais je pourrais dire... Peut-être